Alors on arrive au terme de notre journée bientôt. On va passer à notre dernière table ronde, particulièrement intéressante, vous allez le voir elle aussi, parce qu'on va parler évidemment de l'engagement. Et l'engagement, on en a parlé tout au long de cette journée. Un administrateur engagé, évidemment, c'est une mission importante pour vous. L'engagement, il peut se décliner de multiples façons. Ça peut être un engagement financier, ça peut être un engagement environnemental, politique, citoyen. Et la société elle-même, d'ailleurs, porte un regard de plus en plus engagé, on le voit bien, sur le monde qui nous entoure. Et les personnes morales, elles ne font pas exception, évidemment. Donc on veut avoir un droit de regard sur l'évolution de toutes ces pratiques de gouvernance, comme les fondations, les mutuelles, les associations. Elles fondent même leur objet social sur ce principe même d'engagement. Donc on voit bien aujourd'hui l'importance de cet engagement. Alors, dans ce contexte, bien justement, pour l'administrateur, pour l'administratrice, de nouveaux enjeux aussi. On voit bien, cette mission, elle n'arrête pas d'évoluer. On a parlé ce matin responsabilité, et bien engagement maintenant. Donc cet engagement, est-ce qu'il est le même d'ailleurs pour toutes les formes sociales? Pour en parler avec moi sur ce plateau, Marie-Annick Darmaillac, Bruno Hugues de la Rose, Antoine Lemarchand, Dominique Schelcher. Merci de les applaudir. Voilà, installez-vous. Il me semble qu'il me manque quelqu'un. Voilà. Merci, merci. Merci de vous installer. On est un tout petit peu en avance sur notre programme. C'est une fois n'est pas coutume, mais ça peut arriver. Voilà. Alors, je vais vous présenter donc Marie-Annick Darmaillac. Vous êtes administratrice du groupe Renault, membre du comité de gouvernance et des rémunérations. Bruno Hugues de la Rose, vous êtes président, directeur général du groupe IDEA. Antoine Lemarchand, vous êtes ancien président, directeur général de Nature et Découverte. Et Dominique Schelcher, vous êtes président, directeur général de Système U. On va démarrer avec vous, Marie-Annick Darmaillac, justement sur ce rôle des administrateurs, dont on parle beaucoup depuis ce matin. Ils sont de plus en plus en demande et on voit que cette demande, elle évolue justement avec la structure de l'entreprise. Elle est évolutive, c'est bien ce qu'on a dit. Bonjour à tous. Et je peux dire qu'après avoir écouté ce qui a été dit toute cette journée, on ne voit pas comment l'administrateur ne pourrait pas être engagé. Je pense que tout le monde est convaincu. Il y a eu presque des piqûres de rappel pour ceux qui ne le croiraient pas. Alors, évidemment, l'engagement, je crois que c'est important, en tout cas pour moi de le dire, mais c'est un engagement au service de l'entreprise, au service de l'intérêt social de cette entreprise, mais un intérêt social, là aussi, je vais reprendre un mot qui a été dit, augmenter des enjeux sociaux, environnementaux. C'est-à-dire, c'est l'entreprise dans son environnement, c'est l'entreprise dans ce qu'elle apporte, pour ne pas employer de grands mots, au monde, en fait. Et donc, c'est vrai que l'administrateur aujourd'hui, de toute façon, l'engagement est quelque chose de personnel, mais l'engagement, il est invité à s'engager de plus en plus. Parce que les normes ESG sont de plus en plus fortes. Là aussi, j'ai l'impression de reprendre tout ce qui a été dit à l'occasion de cette journée. L'ESG nous invite tous à sortir finalement du cadre, on l'a rappelé tout à l'heure, financier, extra-financier. En gros, la performance de l'entreprise, son impact sur le monde finalement, il est analysé à l'aune aussi de ce que l'entreprise va apporter sur le plan social, sociétal et environnemental. Donc, à ce titre, l'administrateur qui était peut-être rentré pour des compétences, là aussi, ça a été dit, des compétences plus techniques, j'allais dire financières, juridiques, économiques, là, en fait, il s'adapte finalement à ces nouveaux enjeux et pour y répondre, il va devoir sortir de son conseil d'administration pour aller rencontrer les collaborateurs de l'entreprise, en fait, pour travailler finalement en synergie. C'est-à-dire que le conseil, il y a ce lieu où, bien sûr, on siège, mais à côté de ça, j'allais dire, au-delà des réunions de ce conseil d'administration, il y a tout un travail, finalement, de connaissance des enjeux de l'entreprise, des personnes qui y vivent et du monde dans lequel, finalement, le business se déroule. Il y a aussi le fait que pour moi, que ces enjeux ESG, ils sont extrêmement importants pour, là encore, on l'a dit, pour les nouveaux talents. C'est-à-dire que les jeunes qui rentrent dans l'entreprise,
qui veulent y rentrer, qui y restent, y resteront parce que l'entreprise s'engage sur ces sujets. C'est devenu, j'allais dire, presque une banalité, au fond, de le dire, mais je crois que c'était important de la rappeler, et c'est pour ça que, là encore, l'administrateur aussi, comme les collaborateurs de l'entreprise, comme les cadres de l'entreprise, comme le management de l'entreprise, se doit aussi, sur ces sujets, d'être performant, on emploiera tout à l'heure le mot d'aiguillon, mais c'est même plus le sujet. Je crois que le sujet, c'est de travailler ensemble pour accompagner au mieux les transitions que l'entreprise est amenée à rencontrer, qu'elles soient, on l'a dit, économiques, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient de transformation, on le voit bien, de l'activité. Voilà, je crois que pour moi, aujourd'hui, la notion d'administrateur engagé, elle est tout à fait, elle est tout à fait normale. Et puis, bien sûr, là encore, comme on arrive à la fin, on répète un petit peu ce qui a été dit, mais c'est vrai que les obligations réglementaires sont de plus en plus fortes. C'est-à-dire qu'avant, on attendait un administrateur engagé dans une société de l'économie sociale et solidaire, dans des sociétés qui sont labellisées, type Bicorp ou autre. Maintenant, la loi Pacte fait que tout le monde doit travailler sur ces sujets, doit prendre en compte ces enjeux sociaux et environnementaux, et même aller au-delà en définissant sa raison d'être ou en devenant une société à mission. Et dans ce cadre, évidemment que l'administrateur a un rôle nouveau à jouer, qui rend d'ailleurs j'allais dire, ces mandats encore plus intéressant. Cette notion d'engagement rend le mandat beaucoup plus dynamique, j'allais dire. Et j'évoquais, bien sûr, qu'en tant qu'administrateur, vous devez tous l'éprouver, on est aussi à la recherche du sens de ce mandat. Et je trouve que cet engagement pour accompagner finalement l'entreprise dans sa transition, ça nous donne des ailes. Enfin, je ne veux pas employer de grands mots mais réellement, ça donne une dynamique nouvelle et une dynamique partagée. C'est là aussi, vous l'avez évoqué dans la table ronde précédente. Je crois qu'il y a un travail collectif. Bien sûr, chacun d'entre nous doit apporter sa contribution. Les administrateurs indépendants, les administrateurs salariés, mais globalement, on a tous une même finalité, faire que l'entreprise aborde au mieux cette transition économique, business et autres. En fait, je suis administratrice chez Renault et l'industrie automobile est quand même en plein cœur d'une transformation, et je crois qu'il n'y a plus à réfléchir. Je veux dire, on a juste à travailler au mieux et apporter notre meilleure contribution, finalement, dans ce cadre-là. Antoine Lemarchand, vous êtes administrateur des startups dans lesquelles vous investissez. Racontez-nous comment ça se passe. Juste un petit mot de background, parce que je suis le seul ancien du panel, ce que je vois. En fait, j'ai été longtemps dirigeant de Nature Découverte, qui est une entreprise familiale que mes parents ont créée il y a 30 ans, et j'ai été dirigeant pendant 12 ans. Et en fait, Nature Découverte a toujours, il faut que j'y arrive, à peu près 400 fournisseurs, parmi lesquels je voyais que c'était souvent des petites entreprises, des TPE, des PME, et en fait, on jouait presque le rôle d'administrateur avec ces fournisseurs, puisque c'était des chiffres d'affaires très dépendants de notre entreprise. Et donc, j'étais en même temps client et en même temps conseiller administrateur pour quand même essayer de trouver des nouveaux débouchés pour ces entreprises. Et puis, on a rejoint Fnac Darty il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Ma famille, maintenant, et je m'occupe de ce family office Lemarchand, investit effectivement dans des entreprises plus ou moins matures, donc start-up ou entreprises un peu plus matures. Et souvent, nous sommes consultés, je suis consulté, on me demande de faire partie en tant qu'administrateur, soit faisant partie du comité d'évaluation des impacts, parce que la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de start-up, de fonds d'investissement également, évaluent des impacts extra-financiers et me demandent de faire partie de ceux qui vont fixer ces objectifs d'impact, qui peuvent être sociaux, environnementaux, sociétaux, et qui peuvent définir leur bonus. Dans le cas d'un fonds d'investissement, qui peuvent définir une partie du carry de ceux
qui dirige le fonds. Et donc moi, mon rôle, c'est d'être un peu le poil à gratter, justement, sur 4 dimensions qui reviennent assez souvent. Lesquelles, justement? Oui, trajectoire carbone. Voilà, ça revient souvent. Donc, comment arriver à une neutralité carbone? Qu'est-ce qu'ils font pour arriver à cette neutralité carbone? La qualité de vie au travail. Donc, comment mesure-t-il la qualité de vie au travail? La mixité, également. Et un point très important, même si les autres le sont aussi, l'actionnariat salarié. Comment, en fait, on peut développer ça? Juste un chiffre, 4% des PME françaises ont développé un programme d'actionnariat salarié. C'est très peu, oui, c'est très peu. Extrêmement faible. Ça permettrait de redonner du pouvoir d'achat aux salariés, d'ailleurs, dans une période où, en ce moment, c'est assez crucial, quoi. Les actifs progressent beaucoup plus vite que les salaires, malheureusement. Enfin, je ne sais pas si on peut dire heureusement ou malheureusement. En tout cas, c'est vrai que c'est difficile d'être salarié, d'apprendre que le CAC est à plus de 7000 points et de se dire, bah oui, bah c'est très bien, mais qu'est-ce que je peux faire de ça sans finalement détenir des actifs? Et le meilleur actif dont vous êtes maître, c'est votre boîte. Donc, moi, j'essaie de pousser justement et d'engager les dirigeants à développer un programme d'actionnariat salarié parce que les grandes entreprises qui ont développé ça, notamment en France, on n'est pas forcément bon sur tout, mais sur ce point-là, sur ce point-là, on est dans pas les mauvais, grandes entreprises, on est bon. Dans les grandes. C'est à peu près 3-4% du capital des grandes entreprises est détenu par les salariés. Mais il y a un gros manque dans les ETI et surtout dans les PME. Et pourquoi alors que faire pour les aider justement à passer le cap? Est-ce qu'il y a un problème de connaissance ou d'a priori négatif? Pourquoi ne le mettre pas davantage en place? Le coût, on a des forfaits sociaux aujourd'hui qui font que ça coûte. Ça peut un peu baisser avec la loi Pacte? Un peu, mais il y a encore. Hein. Le coût, la complexité, même si ça se réduit vraiment. Et puis après, il y a aussi beaucoup de PME qui sont sous LBO et qui se disent « Ah ouais, mais ça va complexifier le schéma parce que moi qui suis dirigeant, je suis déjà avec un fonds d'investissement, j'ai une grosse dette derrière, j'ai pas envie de me complexifier aussi la vie avec des salariés qui ne peuvent pas forcément comprendre ça. » C'est souvent un blocage, ça. Ils ne peuvent pas comprendre. Et puis, ils ne comprendront que si ça va à la hausse, mais si ça va à la baisse, le coût des actions, enfin le prix des actions est à la baisse, je peux aussi mettre à mal ma croissance parce que l'action, on pense toujours que ça va monter, mais comme dit la petite phrase, les performances du passé n'augurent jamais de celles du futur. Et donc, c'est la limite de l'actionnariat salarié. Mais je crois que dans le fond, il n'y a qu'à gagner en faisant ça. Hier, je discutais avec une entreprise qui est Armor, qui est très connue. 75% du capital et 83% des droits de vote, ce sont les équipes. Bon, bah, voilà, merveilleuse ETI. Les ETI s'y sont mises quand même. Hein. Les ETI s'y sont mises à l'action. Oui, ça se développe. Mais vous voyez, il y a encore de la marge de manœuvre. Et on peut aussi se dire que c'est parce qu'il y a peu d'actionnariat salarié aussi qu'il y a un faible développement des PME pour passer en ETI. On a 2 fois moins, voire 3 fois moins d'ETI en France qu'en Allemagne et en Angleterre. Donc bon, il y a un peu de boulot. Et en Italie aussi. L'Italie est très bonne. Effectivement, il y a du travail à faire de ce côté-là. Alors, on aimerait avoir votre vision, Dominique Schelcher. Système U, aujourd'hui, on le sait, c'est un groupe coopératif. Votre conseil d'administration, il est composé que de salariés. Ça change évidemment, forcément, énormément les choses. Bonjour à toutes et à tous. Absolument, moi je suis là pour témoigner effectivement de notre fonctionnement différent en coopérative. Alors tout d'abord, je voudrais dire que pour moi, administrateur engagé, c'est un pléonasme, puisque vraiment, pour moi, par essence même, l'administrateur est engagé. Donc comment fonctionnons-nous Donc il y a chez Système U coopérative de commerçants indépendants dont chacun est propriétaire de son magasin. Je suis moi-même toujours exploitant d'un magasin en Alsace, où je retourne ce soir et demain notamment. Il y a 1200 patrons pour 1600 magasins. Ces 1200 patrons élisent les 18 administrateurs qui les représentent et qui gèrent donc le destin de la coopérative. Et parmi eux, on choisit un président que je suis maintenant depuis 2018. Chacun de ces administrateurs est engagé dans le sens où il a véritablement une mission
évidemment propre, mais surtout le premier engagement qu'il a, c'est qu'il est patron exploitant d'un magasin. Ça veut dire qu'on était réunis avant-hier en conseil d'administration. Quand il vient au conseil d'administration, il vient avec le témoignage de ses collaborateurs au magasin, de ses clients qu'il a rencontrés la veille. Et donc, quand on est autour de la table, on parle en connaissance de cause et chacun est dans l'action, dans l'actualité, à tout moment. Ça, c'est la base. L'autre base, c'est qu'on fonctionne en binôme. Ça veut dire que chaque administrateur a en fait un binôme qu'on va appeler un permanent expert, qui lui est salarié de la coopérative. C'est avec lui qu'il va travailler chacun des sujets de sa mission à lui, qu'il va préparer ses dossiers, les dossiers qu'il va amener au conseil d'administration, qui vont être amenés à être arbitrés, où on va choisir entre plusieurs options, etc. Donc il n'est vraiment pas seul. Il a sa connaissance du terrain d'un côté, et de l'autre côté, il travaille en binôme avec un permanent expert qui va lui apporter le savoir technique et qui va l'alimenter, de sorte à ce que quand il apporte les décisions, les propositions, les préconisations, voilà, elles sont comment dire, travaillées en connaissance de cause. Donc voilà le fonctionnement de base. Après, U est une enseigne engagée de longue date, et donc les 18 administrateurs sont au service, voilà, d'engagement extrêmement fort de l'enseigne. Et alors justement, est-ce qu'on peut parler peut-être plus de responsabilité encore que d'engagement, parce que finalement, quand vous nous parlez effectivement de tous vos directeurs qui sont là, c'est aussi de la responsabilité pour eux. Ah bah évidemment, hein, ils sont élus. Ils sont absolument non seulement engagés, mais véritablement responsables. Et ils engagent le destin des 1200 autres patrons. Donc c'est effectivement un engagement très lourd. Qui va dans quel sens? Alors, 4 viennent d'être cités. Chez nous, la base, le premier élément, c'est une alimentation évidemment saine et de qualité. Système U a été la première enseigne à s'engager sur le nettoyage des substances controversées il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, tout le monde fait ça. On a été les premiers sur notre marque distributeur à faire ça. Ça, c'est un premier élément très fort. Évidemment, à cette idée de qualité, aujourd'hui, on a rajouté toute la dimension de responsabilité, évidemment l'empreinte carbone. On veut faire en sorte que, notamment la marque qu'on gère, la marque U, soit, entre guillemets, la plus propre possible, la moins impactante possible. Donc, il y a un travail considérable sur tout ce qui est emballage, transport, en ville particulièrement ici, où on nous demande des engagements évidemment très forts. Et donc, à chaque fois, c'est un de ces administrateurs qui s'occupe de chacun de ces sujets-là. Il y a toute une dimension évidemment sociale. U est un commerçant, je dirais, plus humain. Chaque ambiance de magasin est très familiale. On tient à ça, et toutes les études qui parlent de nous montrent ça. Donc cette dimension humaine, on la cultive. On la cultive aussi avec nos collaborateurs. On est 73 000 au total. On la cultive avec nos collaborateurs permanents, donc avec plein de sujets d'inclusion sur le handicap, etc. Voilà parmi les grands sujets qu'on travaille. Alors Bruno Hugues Delarousse, on vous a pas encore entendu justement sur cette question de l'engagement, évidemment. Donc administrateur engagé, maintenant, ça a l'air d'être quelque chose qui rentrait vraiment, on va dire, dans l'esprit de tout le monde. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, non, mais bonjour à chacune et chacun, et vraiment très heureux d'être avec vous. Encore une fois, je crois qu'on a vécu une journée assez extraordinaire, et merci d'ailleurs aussi pour l'animation. Effectivement, je suis assez d'accord avec Marlène, on arrive à la fin, et donc on a cette situation où finalement on a dit beaucoup de choses. Moi, juste pour me resituer, je suis donc le PDG d'un groupe coopératif, mais alors de salariés, une SCOP, qui aujourd'hui c'est un groupe qui fait 1500 personnes, puis en même temps je suis administrateur de plusieurs entreprises, et notamment d'un fonds d'investissement aussi, mais Family Office, si je puis dire, qui est toujours à chaque fois plutôt engagé dans des enjeux de développement durable au sens profond du terme. Et alors, ce qui me marque beaucoup, donc je suis un vieux ici, ce qui me marque beaucoup, c'est qu'effectivement, en 25 ans, on a beaucoup changé sur l'administrateur engagé. Et moi, alors, on a travaillé assez vite sur des méthodes de gestion assez modernes. Tout à l'heure, Lou parlait de la phase des climats.
On a fait ça au niveau du conseil d'administration d'entreprise, on a travaillé là-dessus. On a dissocié, parce que dans une scope d'office, le conseil d'administration est constitué des salariés d'entreprise de façon majoritaire, et on se dit que quand les salariés regardent de façon majoritaire la gestion de l'entreprise, il y a une tendance à regarder un horizon qui est un horizon compatible avec leur temps de vie, si je puis dire, dans l'entreprise. Je vais le dire comme ça et je voudrais le faire avec beaucoup de prudence. C'est clair que quand quelqu'un qui est en retraite dans l'année qui vient, il n'a pas les mêmes sujets que quelqu'un qui a 25 ans et qui est en train de regarder la prospective. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et donc, il y avait un moment où on s'est dit, c'est important pour nous de croiser les regards, et on a créé des instances de gouvernance multiples. On a créé notamment un conseil à comité stratégique extérieur, composé que de gens extérieurs, dans lequel, d'ailleurs, aujourd'hui, la présidente du GIEC Pays de Loire, vous voyez, puis en même temps, d'autres entrepreneurs, d'autres administrateurs indépendants. On a créé également un COPIL RSE, qui est composé de gens qui ne sont pas en structure hiérarchique par rapport à l'ensemble du CODIR du groupe. Et ceci nous a permis de croiser les regards. Et l'une des choses qui m'a beaucoup marqué, c'est bien sûr, ça a élevé le degré de maturité générale de l'entreprise. Évidemment, on s'est formé en plus, le plus possible. Et puis un jour, on fait des plans stratégiques tous les 5 ans. Pourquoi 5 ans? C'est important, 5 ans, parce que si on demande quelqu'un ce que tu penses du budget de l'année, généralement il a un gros rétroviseur. Alors le Covid a rabattu les cartes, hein. Il a un gros rétroviseur, un tout petit pare-brise, il dit bon écoute, voilà, globalement on devrait être à peu près là-dedans. Puis si on dit à 10 ans, oh là là, avec la technologie, voilà, on devrait faire ça, on devrait faire papa-maman. Et du coup ça nous déresponsabilisait. Et à 5 ans, ça nous obligeait à faire cet exercice qu'on appelait parfois budget base zéro dans les écoles avant, mais de se dire finalement où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on veut aller, et où est-ce qu'on choisit d'aller. Et on a eu un débat de fond dans les conseils d'administration que j'ai pu partager, dans lequel on fait cet exercice-là. Vraiment, je trouve que c'est un bon exercice. C'est de se dire à un moment, est-ce que notre responsabilité, c'est de préparer l'avenir pour l'entreprise ou de préparer l'impact de l'entreprise à la société? Et ça paraît idiot de le dire comme ça, mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et votre réponse, ça a été quoi alors? Eh bien, elle est surtout, malheureusement, elle est multifactorielle. Hein. Mais du coup, on a eu un phénomène assez étonnant. C'est un phénomène, on est allé dans la sidéraction. À un moment, on s'est dit, on était tétanisés, on était comme, vous savez, des lapins devant les phares d'une voiture, en disant, mais on peut rien faire. Enfin, la planète à 4 degrés, ça va être infernal. On importe de l'OGM avec du soja, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, on avait des tas de questions opérationnelles qui venaient polluer notre réflexion de fond stratégique. Et on s'est dit, OK, on va plutôt faire différemment. On va accepter de saucissonner les temps sur lesquels l'entreprise va se positionner. Elle a 100 ans, donc c'est une vieille entreprise. Et on a dit, OK, sur la gouvernance opérationnelle, il y a des sujets opérationnels, c'est plutôt le management de l'entreprise avec les salariés qui vont le définir. Sur des managements stratégiques, on va essayer de croiser les regards et on prendra des instances de gouvernance qui seront plutôt des formes de séminaires, vous voyez, pour qu'on alimente la réflexion, qu'on ne la fasse pas décisionnelle. Et puis on s'est dit effectivement, il y a un moment, on fera une feuille de route qui sera ce plan quinquennal qui sera validé. Et pour le faire, et j'en termine par là, on a assez innové, me semble-t-il, ces derniers temps. On a fait un hackathon sur l'ensemble des collaborateurs du groupe en disant voilà, on va faire un plan stratégique d'ici 1 an et demi à l'époque. Le Covid est arrivé par là, donc ça fait 1 an et demi. On va vous demander à chacun de réfléchir les endroits où vous aimeriez voir le groupe dans 5 ans. Non pas des idées, mais des idées qui puissent devenir des projets pour l'entreprise. Et puis on a fait ça également dans les BU, dans les business units, parce qu'il y a plusieurs, il y a 8 activités différentes. Et puis on a fait ça au niveau du conseil d'administration, et puis on a fait ça au niveau du comité stratégique. Et on a croisé l'ensemble des regards ensuite, avec en même temps un certain nombre de devoirs d'expertise, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on est passé d'un monde où il y avait une somme de sujets complexes à un mode où il y a une somme de sujets compliqués et complexes. Je vais être précis. Personne d'entre nous n'est un expert de la cybersécurité. On en a peu parlé aujourd'hui. L'enjeu d'une boîte aujourd'hui, il est autant sur la cybersécurité que malheureusement sur le développement durable. Son impact sociétal est plus important sur le développement durable, au sens large du terme. Mais si il y a une attaque de cybersécurité qui n'est pas préparée, l'entreprise peut mourir tout de suite. Eh bien, ça, c'était très important pour nous de se dire on va se faire du coup des plans d'action sur la gestion des risques et sur la gestion des opportunités. Et c'est ça qui a constitué notre plan stratégique, cette capacité à dire voilà comment on va adresser les risques que nous avons et voilà comment on peut préparer demain les opportunités qu'on peut avoir. Et je trouve que c'est très intéressant parce que du coup, ça, et je termine par là, ça a permis de recréer une symbiose entre les plus anciens et les plus jeunes.
Alors, je vois tous réagir, donc je ne sais pas qui veut démarrer par rapport à ce qui est fait, une très bonne initiative. En tout cas, est-ce que ça fait partie, on va dire, de ce qui est dans vos radars également ? Oui, moi, mon obsession en permanence, c'est évidemment former mes administrateurs et les maintenir à jour de nombreux sujets pour faire en sorte que les décisions que nous prenions soient en phase avec les besoins de l'enseigne et surtout ses besoins futurs. Et donc, évidemment, on forme, on sensibilise en permanence, bien sûr en ce moment au sujet de transition écologique. Et ça, on voit que, par exemple, dans notre univers à nous, les sensibilités ne sont pas toutes les mêmes. Donc, on a véritablement besoin de sensibiliser, de former en permanence. Donc, il faut trouver, les bons consultants, les bons formateurs, les bons thèmes pour emmener un conseil d'administration. Ça, c'est un premier point. Une autre façon que j'ai trouvée également pour alimenter les administrateurs, les faire sortir de leur seule mission et voir les choses différemment, dans un univers, le retail, qui est en pleine transformation, enfin, quel univers ne l'est pas aujourd'hui, mais le nôtre est en plein bouleversement, le e-commerce, y compris alimentaire, s'accélère, donc il faut qu'on s'adapte à ça. Donc moi, j'ai créé un comité des jeunes U, dont les caractéristiques sont les suivantes. Ils ont tous moins de 30 ans. Ils sont hyper engagés, soit déjà patrons, ça existe, soit fils d'associés. Chez nous, les gens s'appellent des associés. Ou alors ils sont collaborateurs permanents. Et voilà, on les réunit régulièrement. On les fait travailler sur des sujets. On fait challenger les grands sujets du conseil d'administration actuel, et ils portent un regard différent d'une génération. Il peut y avoir un écart d'une génération entre les membres du conseil d'administration et cette équipe de jeunes-là. Et ça, c'est absolument passionnant, parce que ça nous alimente totalement différemment, avec un regard différent, des attentes notamment sur toute cette partie numérique complètement différente, une sensibilité sur la partie RSE complètement différente aussi, et c'est le partage de l'ensemble de ces points de vue qui nous conduit aujourd'hui à définir notre vision et puis notre stratégie. Alors à quand les faire rentrer dans les conseils ? Le but après c'est ça, ce groupe aussi de trentenaires, le but c'est de repérer les gens les plus intéressants, les gens les plus travailleurs, les gens qui sont prêts effectivement à s'impliquer et qui feront pour certains nos futurs administrateurs, bien sûr, j'ai pas dit, mais le but c'est aussi celui-là. Effectivement. Marianne Darmaillac, alors par rapport à vous, ce que vous vivez, ces projets, effectivement, cette façon de s'organiser, c'est très important aussi de donner des outils de prospective. Oui, alors c'est vrai que je peux témoigner, par exemple, chez Renault, que je présidais le comité éthique RSE, qui a fonctionné pendant quelques années, et très vite, puisqu'en fait c'est le temps de pratiquement même pas d'un demi-mandat, ce comité RSE a fusionné avec le comité stratégique. Donc ça rejoint exactement ce que vous disiez, parce que sinon le risque c'était que ces sujets soient traités encore à la marge. Là en fait on voit bien que les questions environnementales, bien sûr la question climat, mais pour nous tous finalement a une importance, les sujets sociaux et autres. Donc le fait de l'intégration stratégie RSE, je pense que c'est un signe très très fort. Et moi, en vous écoutant quand même, j'avais une question. Je me disais, est-ce qu'on est bien d'accord sur le fait que l'administrateur indépendant peut aussi être engagé ? C'est pas que le salarié. Alors, c'est effectivement une bonne question, hein. Oui. Dominique, oui. Oui, non, mais bien sûr, quand je disais c'est un pléonasme au départ, c'est quel que soit le profil, interne, externe, salarié, indépendant, bien sûr, il n'y a pas de sujet là-dessus. Il est encore plus engagé parce souvent il n'a aucune dépendance. Enfin, je veux dire, et il peut être justement la voix de gens qu'on n'entend pas, qui sont des fournisseurs, des clients. En étant indépendant, moi, le premier truc que je fais pour m'engager en tant qu'administrateur, c'est d'aller voir les équipes et me faire passer pour un client, comprendre déjà le business. J'ai constaté malheureusement que d'autres administrateurs dans certaines entreprises où je suis, ils disent oui, on est très engagés sur la RSE, etc. Puis en fait, on s'est passé qu'ils achetaient jamais, ou ils n'allaient pas voir les équipes. Donc je crois que le premier engagement, c'est déjà de s'engager à aller voir comment se passe l'entreprise. Représenter le client, représenter le fournisseur au conseil. Et pour le faire, il faut aussi aller un peu plus sur le terrain.
Ça ne se passe pas que dans le premier, enfin en tout cas le premier engagement, c'est pas juste les chouquettes, le bon café et les jetons présence. Bien sûr. Bruno, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, c'est une vraie question, parce qu'on parle de l'engagement individuel de l'administrateur. Alors pour ça, il faut qu'il soit formé, en formation continue, régulière. C'est de plus en plus compliqué, donc il faut qu'il prenne du temps. Il n'y a pas que la réglementation, on l'a vu, il y a des enjeux systémiques. Bon. Et puis, il y a après une solidarité de conseil. Et on va éviter les cas où il y a une relation incestueuse entre le conseil et le management. Hein, je dis ça, j'emploie un mot fort, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire à un endroit où on ne sait plus très bien. Bon. Eh bien, moi je suis administrateur d'une banque, la Banque Populaire Grand Ouest, et je suis président du comité d'audit. Et régulièrement, on a des échanges entre nous sur un certain nombre d'enjeux, par exemple des provisions de risque, des choses comme ça. Mais à la fin, il faut qu'on donne un avis. Et c'est mieux si l'avis est unanime. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne serait-ce que parce qu'il y a des autorités prudentielles. C'est embêtant. Si vous commencez à avoir un conseil qui est divisé vis-à-vis de l'extérieur, ça ne s'analyse pas forcément de façon optimale. C'est gentiment dit. Donc, on a à vraiment gérer ça, c'est-à-dire, il peut y avoir des débats, mais à la fin, il faut qu'on trouve un compromis sur la position pour qu'elle ne crée pas une fragilité supplémentaire dans l'entreprise. Ça me semble très important. Et ce sujet-là, sur le rôle des administrateurs, le référentiel qu'ils doivent avoir chacun d'entre eux, être bien formé, connaître les domaines d'expertise en disant « Attention, je ne m'exprime que quand je suis dans un domaine d'expertise ». Il y a des gens qui ont des approches de l'administrateur existentielles. Ils ont un avis sur tout. Hyper dangereux, ça va perdre un temps fou, ça ne sert à rien. Mais vous avez des gens qui ont des avis très pertinents mais qui ne le disent pas. Et ce sujet-là, c'est apprendre à travailler dans un collégial, dans un conseil d'administration. C'est très très compliqué, surtout si ça devient très technique. Et c'est l'un des sujets, me semble-t-il, dans la présidence de conseil, c'est de pouvoir créer, d'aller chercher ceux qui ne s'expriment pas et qui ont des choses à dire, quoi. Chercher une dynamique, oui, Marianique. Non, mais je voulais réagir à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on rentre, on l'a dit tout à l'heure, on rentre dans un conseil avec une compétence, une technicité dans un domaine financier, juridique, économique ou autre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors sans tomber dans des réflexions existentielles, mais on est amené dans le fonctionnement du Conseil à évoluer sur nos... Et donc à prendre, en tout cas à avoir un avis en s'informant, en allant voir sur le terrain comment ça se passe, mais à prendre des positions dans des domaines qui n'étaient pas nos domaines de compétences initiaux. Donc c'est vrai que moi je suis assez d'accord, je ne suis pas sûre que c'est de la formation, mais c'est en tout cas de la collaboration et aller s'entourer de l'avis de ceux qui savent et avoir cette humilité-là et ensuite pouvoir apporter sa contribution. Ça, je pense que c'est important et ça nous fait évoluer. Évidemment que moi mon métier de base, c'est d'être magistrat. Je n'avais pas vocation forcément à avoir un avis sur l'industrie automobile. Mais je m'informe, je pense que chacun, tous les administrateurs qui sont là, apportent leur contribution finalement au-delà de leurs compétences de base. Je crois que aujourd'hui, c'est encore plus vrai qu'auparavant. Donc, engagement, effectivement, on le voit par la formation, par la compétence, mais au-delà. Engagement financier, donc là-dessus, quelle est la bonne méthode à avoir ? Faut-il en avoir ou pas ? Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut challenger parfois, qui sont les taux de rendement. Parce que, alors j'en parle d'autant plus que effectivement je suis dans pas mal au bord de plusieurs startups et de fonds, et je pense que le challenge que un administrateur doit faire, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière un très bon taux de rendement. Quand je dis très bon, c'est que aujourd'hui on le sait tous, on peut tomber sur des taux de rendement des TRI à 35, 40, 50%. Et vous vous dites, oui, mais attends, la planète tourne à une croissance à 3, les taux d'intérêt sont proches de 0. Est-ce que je peux savoir un peu ce qui se passe derrière quand même ? Parce qu'en fait, la tentation est évidemment de dire, bravo, super, ton multiple est formidable, mais est-ce que derrière ta plateforme de livraison, il n'y a pas de travailleurs clandestins ? Est-ce que derrière ta plateforme de crypto-monnaie, les gens comprennent ou ne seront pas abusés ? Donc je crois que d'un point de vue financier, c'est aussi ça qu'il faut challenger, qui est que la plupart, par exemple, des collaborateurs, quand on leur demande quel est le coût du capital, ont du mal à l'expliquer. Et surtout, ils ont beaucoup plus de mal à expliquer quel est le taux de rendement d'un projet attendu, minimum.
15%, pourquoi 15%? Bah, je sais pas. Je sais pas trop. Et donc, voilà, je crois que c'est le rôle d'un administrateur de mettre le doigt un peu là-dessus, derrière ça. Il y a des taux de rendement qui sont fantastiques et qui sont engagés, mais il peut souvent, malheureusement, arriver qu'il puisse avoir soit une dégradation sociale, soit environnementale, derrière un rendement très élevé. Et puis évidemment, le bon partage de la valeur. Voilà, donc on parlait d'actionnariat salarié tout à l'heure. Veiller quand même à ce que ce partage de la valeur soit compris par tout le monde. Aujourd'hui, on voit que cette année va être l'année où on va probablement faire le plus fort taux de distribution de dividendes et surtout de rachat d'actions. Pareil, les gens se disent oui mais attends, rachat d'actions c'est de la destruction de valeur. Finalement on donne de l'argent à une partie mais peut-être que ça ampute sur les investissements futurs. Or on nous parle du fait d'organiser la transition écologique ou autre. Donc est-ce que c'est bon finalement de donner ou de racheter autant de dividendes ou de racheter autant d'actions? Dominique Schelcher, oui, il faut avoir ce rôle un peu d'alerte, on va dire. Alors peut-être que ce n'est pas quelque chose que vous constatez dans votre entreprise. Hein. Oui, chez nous, c'est différent, donc il n'y a pas d'engagement financier direct. En fait, plus la coopérative est bien gérée, plus, on apporte de la compétitivité à nos magasins, et plus le patrimoine de chacun des associés propriétaires est valorisé. Donc voilà, les administrateurs travaillent dans cet esprit-là. Ils savent que si la coopérative est bien gérée, voilà, ça rejaillit sur la valeur de chacune finalement de nos entreprises. C'est ça le mécanisme chez nous en fait. Et pour revenir à l'organisation, comme l'évoquait tout à l'heure Bruno, c'est-à-dire par rapport à différentes strates d'organisation, comment est-ce que vous-même vous procédez Bruno nous parlait donc de séminaires ou de réunions, enfin pour mieux organiser justement ce rôle des administrateurs. Alors après, on a effectivement tout un maillage, hein, donc le conseil d'administration est l'organe ultime. Sous lui, il y a un comité stratégique, évidemment. Qui alimente, qui prépare les grandes décisions stratégiques. Et en fait, le conseil d'administration, lui, va voter ces grandes décisions et finalement, le PV du conseil d'administration va être chez nous le repère ultime qui fige les grandes décisions. Mais il n'y a pas que le comité stratégique, il y a un comité RSE, il y a un comité financier. L'ensemble de ces comités, donc toujours animés par un de ces administrateurs, prépare et alimente les décisions. Mais je voudrais insister aussi après chez nous sur le maillage. Quand il y a 1200 patrons, nous, notre autre obsession, c'est que nos débats, nos réflexions, nos stratégies, on les détermine par rapport à la remontée de l'ensemble du réseau. Et donc, il y a quelque chose de très important dans la vie de Système U. Tous les premiers jeudis du mois, on a la réunion des patrons de magasins par département ou parfois par plusieurs départements quand il n'y a pas assez de magasins dans un seul département. Ça s'appelle le GEP, le groupe d'entraide et de proposition. Dans ces GEP, on leur demande tous les mois quelles sont les victoires du mois, quels sont les irritants du mois. Et donc, les 1200 patrons se réunissent et tous les mois, on a une synthèse des victoires et des irritants dans le groupement. Et ça vient alimenter chacun des administrateurs et je peux vous dire que ça paraît peut-être tout simple, tout basique, mais c'est là que, bat le cœur du groupement. Et donc, pour alimenter après des décisions en connaissance de cause, des visions, il n'y a pas mieux que ça. Et pour rien au monde, on se séparerait de cette connexion au terrain à un rythme mensuel pour ne pas se tromper après dans les décisions. Marie-Annick, je vous vois être d'accord, mais est-ce que c'est la même chose dans des grandes entreprises qui manquent peut-être parfois de ce lien-là? C'est sûrement plus compliqué et les visites sur les sites sont moins régulières, mais il n'empêche qu'on est dans le même esprit. On est dans ce même esprit d'aller rencontrer les collaborateurs sur le terrain, mieux comprendre le fonctionnement, mieux comprendre les difficultés, voir aussi quand il s'agit évidemment de sites qui sont en province ou à l'international, dans quel contexte finalement on évolue. Donc ça, c'est le rôle de l'administrateur, ce qui fait, enfin je crois que ça a été dit, hein, que
à accompagner l'entreprise dans sa transition. C'est-à-dire que finalement, j'allais dire, les séances du conseil, c'est une petite partie du temps qui doit être consacré justement à mieux connaître et à mieux partager finalement les enjeux de l'entreprise. Ça, c'est une évidence. Je voulais revenir, vous avez parlé de l'actionnariat salarié, on peut parler aussi de l'actionnariat des administrateurs, c'est-à-dire qu'une partie des sommes qui sont versées aux administrateurs dans le cadre de leur mandat peuvent être converties en actions. Et ça se fait régulièrement ou c'est quand même un peu marginal? Je ne suis pas sûre, enfin, je ne suis pas sûre que c'est encore si régulier. Je crois que ça dépend. Moi, j'ai 3 expériences différentes où ça se passe, mais d'une manière différente. Dans une banque, vous avez le sociétariat, c'est une banque mutualiste, donc c'est assez classique, c'est assez banal. Et on incite les administrateurs à être actionnaires. Dans une coopérative, là, clairement, c'est l'actionnariat salarié, c'est assez clair. Alors, nous, on a mis aussi en place un FCPE, c'est assez amusant pour l'ensemble du groupe, parce qu'il y a des filiales qui ne sont pas Scope. Et alors, on a un exercice de pédagogie assez drôle, là, parce que le titre, on leur a expliqué qu'il y avait un plan de redimensionnement du groupe au moment où on allait vivre la crise Covid, comme beaucoup de gens. Puis en même temps, on est en train de préparer le plan stratégique. Et le titre a augmenté très sensiblement par rapport à ce que vient de dire Antoine. On a eu 35% de croissance dans cette période-là. Donc, il a fallu expliquer. Et l'une des explications qui était intéressante, et ça a été très très bien ça, parce que c'est un outil pédagogique, ce matin cet aspect pédagogique, c'est de dire, en fait c'est parce qu'on a su se priver avec l'amélioration de la performance de l'équipe de la finance. On n'a pas eu besoin de PGE, on a beaucoup mieux géré la trésorerie, parce qu'effectivement, au niveau du commercial, on a maîtrisé les frais, on a développé, on s'est investi. Et à chaque fois, on a pu rendre une partie, alors on n'a pas dit ça fait tant de pourcents, mais on a pu rendre une partie de la victoire collective sur des actions ciblées qu'ils avaient fait eux-mêmes sur le plan de redimensionnement. Je peux vous dire que c'était extrêmement motivant. Antoine, vous avez vécu des choses similaires ou pas forcément? Non, je ne peux qu'acquiescer et motiver les entreprises à développer l'actionnariat salarié. Voilà, je pense qu'en fait, c'est la clé de la croissance des entreprises, c'est la clé de la motivation. Et encore une fois, je reviens quand même sur certains chiffres, mais si vous prenez le S&P 500 aux États-Unis, vous voyez, de mémoire, mais je retrouverai mes chiffres, que 7% uniquement de ce qui pourrait être des excédents en fait que dégagent les entreprises du S&P 500 sont réinjectés dans l'entreprise. 7%. Vous dites, voilà, la plupart des excédents du cash flow que dégage une entreprise, par ailleurs. Voilà. Alors par ailleurs, en dehors de l'entreprise, après, on peut toujours arguer que ceux qui vont avoir ça vont investir dans l'économie, c'est le fameux ruissellement. Bon, voilà. Après, je crois que le meilleur ruissellement, c'est quand même celui qui permet à l'entreprise d'être pérenne. Je crois que quand on dit question d'un administrateur engagé, avant tout, c'est de rendre pérenne l'entreprise. Voilà, c'est ça. Et je voulais qu'on y arrive. Un modèle économique qui c'est super la mixité, c'est super le carbone, etc. Tout ça, c'est ce que demande un administrateur de mon style. Je suis bien conscient aussi que derrière, il y a beaucoup de compliance. En France, beaucoup de transpositions de lois européennes encore plus dures qui font qu'à un moment, on a des dirigeants qui nous disent « Mais attendez, vous êtes super sympa avec votre carbone et tout, mais nous, on a une DPEF à faire, on a une cartographie des risques à faire. Là, les lois qui arrivent, il y a un tsunami réglementaire qui est en train d'arriver sur beaucoup de ces aspects-là. » Voilà, on peut pas tout faire. Et puis ça coûte cher, surtout. Ça coûte très cher. Donc un administrateur doit essayer de prioriser, de guider pour que, avant tout, l'entreprise soit pérenne. Marianne, vous êtes d'accord, bien sûr, avec cette idée de pérennisation de l'entreprise? Je suis d'accord avec ça. J'ajouterais peut-être qu'il doit accompagner les transitions. C'est-à-dire que la pérennité n'a de sens que si on accompagne les transitions que l'entreprise vit. Pour moi, ce sont deux choses qui sont obligatoirement associées dans le contexte actuel. Mais évidemment que l'administrateur est là pour s'assurer justement qu'il n'y a pas trop, qu'on ne tombe pas dans des excès de lourdeur du système qui mettrait en péril l'entreprise. Dominique Schecher, oui. Alors nous avons la chance d'être rattrapés en permanence par nos clients qui nous rappellent à la réalité.
Dans le commerce alimentaire, ça se passe comme ça. Et en fait, on a nous, globalement, je vais synthétiser 2 France en face de nous. On a une partie de Français qui, notamment pendant cette crise, ont pu économiser, ont mis un peu d'argent de côté, sont assez à l'aise dans leur consommation, il n'y a pas de souci, ils peuvent acheter, on va dire, français, par exemple, des fruits et légumes français, c'est un peu plus cher, c'est 10 à 15% plus cher, ils peuvent acheter du bio, etc. Et on a l'autre moitié des Français qui n'a pas ces moyens-là. Pour qui le budget est beaucoup plus serré, pour qui la petite monnaie rentre en jeu. Dans le temps, c'était le 25 du mois, maintenant pour certains, c'est le 15 du mois. Et pourtant, nous, on est là, on doit les servir eux aussi avec des produits de qualité, etc. Et tout le défi qu'on a, nous, actuellement, il est là. Comment concilier ces 2 mondes-là ? Comment prendre en compte cette transition écologique qui a un coût réel, notamment dans la production alimentaire. Aujourd'hui, produire mieux, produire en respectant le bien-être animal, produire avec des ingrédients français et non plus du soja qui vient d'Amérique du Sud, qui fait de la déforestation, etc., ça coûte un peu plus cher. Donc, c'est un impact sur l'alimentation, mais tout le monde ne peut pas se le payer. Donc, on a des défis majeurs. Et moi, vraiment, un des plus importants que je vois, c'est comment allons-nous nous payer dans un univers comme le nôtre, ces transitions. À un moment, effectivement, où les contraintes, les normes atteignent un niveau considérable. Et là, vraiment, c'est un des défis majeurs qu'on a en face de nous. Et là, le rôle des administrateurs est majeur. Et donc, ce que je fais aussi beaucoup, je les envoie sur le terrain. Je les envoie à la rencontre, non pas que de l'interne, mais de ces entreprises-là en transformation, pour être confrontés aux problématiques de nos partenaires, de nos fournisseurs, et ensemble construire les solutions de demain. Les partenariats sur lesquels on avait basé nos relations commerciales avec certains fournisseurs les 10 dernières années ne seront pas les mêmes que les contrats des 10 ans qui viennent. Et la relation fournisseur est en train d'évoluer en profondeur. Voilà, donc c'est des super défis qui concernent des administrateurs engagés. Et alors comment justement y répondre ? Alors Antoine, par exemple, cette transition, c'est vrai qu'on dit qu'elle a un coût. Comment faire pour l'assurer ? Je veux bien répéter votre question ? Oui, ce coût de la transition, voilà. Ou alors, je ne sais pas si Bruno veut réagir par rapport à ce que vient de nous dire Dominique. Oui. Le coût de la transition, c'est... oui, effectivement, enfin, je veux dire, à un moment, la question à un moment revient, parce que là, on parle d'administrateur, mais la question revient toujours au finish, au client. Et donc, en fait, la question, c'est comment peut-on accompagner les clients dans cette transition pour que l'entreprise aussi puisse le faire, puisque nous vivons de ce que nous donnent les clients. Or, aujourd'hui, effectivement, et j'étais aussi dans le retail non alimentaire, j'entendais souvent des clients dire « Moi, ce que je veux, c'est acheter français, mais au prix chinois ». Ouais, c'est un peu compliqué. Et donc, voilà, toute la question, c'est de savoir quel est le surcoût réel que le client est prêt à payer. Alors, si Dominique dit, là, aujourd'hui, j'ai 50% de mes clients qui sont capables de le payer et puis qu'il faut accompagner la deuxième partie, je pense que c'est là où l'État doit prendre le relais pour accompagner ça. Aujourd'hui, on pense aux PGE. Aujourd'hui, les PGE ont été fléchés sur beaucoup de secteurs. Mon estimation, c'est qu'il aurait fallu peut-être probablement être plus fléchés vers des entreprises qui sont vraiment en transition pour accompagner. Et il y a d'autres entreprises qui ne mériteraient peut-être pas forcément d'être aidées parce qu'elles font partie du passé. Alors, c'est dur à dire, mais je préfère donner des moyens à celles qui peuvent et qui doivent engager une transition que celles qui vont absorber des crédits publics et qui malheureusement ne sont pas destinés au futur. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit, je suis tout à fait d'accord. Moi je plaide par exemple dans l'alimentaire, moi je suis un spécialiste de l'alimentaire, alors on fait du non-alimentaire aussi, moins que Nature et Découverte, mais on en fait aussi, mais on est d'abord des spécialistes de l'alimentaire. Je plaide pour un fonds de transition, pour aider à la transition des activités de production qui vont avoir le plus besoin dans les prochaines années d'investir pour leur permettre d'amortir le choc. Il faut à un moment une intervention parce que voilà,
toutes ne pourront pas faire déjà toutes seules, toutes ne pourront pas faire à un coût abordable par le client final. Donc il faut, pendant une période, accompagner. Voilà. Et le danger en plus qu'on a, nous, derrière tout ça, il y a un sujet après de souveraineté alimentaire française. On vit toujours, et je crains malheureusement, et puis on a vu les annonces aujourd'hui, que ce ne soit pas fini, une crise complètement folle. La chaîne alimentaire française, elle a tenu l'année dernière. On a eu la chance de pouvoir continuer à nous nourrir pendant cette crise, ce qui n'était pas le cas. Par exemple, moi j'ai croisé des confrères en Europe centrale, du jour au lendemain, comme ils sont très dépendants d'importations de l'étranger, les magasins se sont retrouvés à un tiers vide. C'est en partie ce qui se passe en Grande-Bretagne actuellement, très dépendante des importations. La chaîne est complètement grippée en Grande-Bretagne, il y a une partie des rayons vides. Pour que ça ne nous arrive pas à la prochaine crise, dans 10 ans, dans 20 ans, pour nos enfants, c'est ce type de questions-là qu'il faut se poser actuellement. Il ne faut pas se tromper dans les solutions. Et là, le rôle, par exemple, là, des administrateurs est fondamental. Antoine et puis Bruno. Oui, juste un tout petit truc, c'est cette tension, je crois qu'on l'a vécue avec l'affaire Danone et Faber. Oui, c'est typiquement une tension qui était la tension du temps. Vous aviez des administrateurs actionnaires qui disaient « Nous n'avons pas le temps de ta transition, Emmanuel, c'est formidable, mais il y a Nestlé qui délivre 2 fois mieux que toi. Donc c'est très bien toutes les histoires de Bicorp, entreprise à mission, mais time is ticking, time is money, et donc on n'a pas le temps. Voilà. Et donc en fait c'est aussi une histoire de moyens, de fonds, d'aide publique, mais aussi un peu de patience des actionnaires, parce qu'on ne peut pas assurer cette transition en délivrant effectivement des TRI superbes, ça n'est pas possible. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est par exemple tout le secteur du private equity, aujourd'hui, est plus patient. Il y a beaucoup de fonds aujourd'hui qui se mettent sur de l'evergreen, comme on dit, donc qui est un peu plus patient, qui donne du temps. Imri Jacquia qui était là, le fonds d'investissement qui a investi chez lui, il y est depuis 8 ou 9 ans. Bon, ouais. Il était patient. Sophie Pourquerie nous expliquait aussi comment France Stratégie essaye de donner l'exemple donc, en matière de durabilité et de développement. Bruno. Oui, non, je voulais simplement revenir sur cette notion pour les administrateurs engagés avec, on voit bien, parce que cet arbitrage que Dominique et Antoine évoquaient sur les consommateurs et sur les actionnaires, l'un et l'autre, on les a effectivement, l'administrateur est vraiment au cœur du système. Et moi je crois que c'est très important qu'on arrive sur un plan méthodologique, à faire en sorte de se créer les référentiels. Et les référentiels des risques, dont on a assez coutume de parler dans les conseils d'administration, on va dire comme ça, les risques qui peuvent être plus ou moins systémiques, mais des risques. Et puis après, il y a les référentiels qui peuvent... des game changers, ce qui est en train de changer, etc. Ça, on l'alimente beaucoup moins. On l'alimente de façon un peu intuitive. Et je trouve que ça serait intéressant qu'effectivement, dans les conseils, on essaye, mais on n'y arrive pas encore complètement. On arrive à se faire une cartographie des référentiels, à la fois des opportunités, les game changers, j'appelle ça les opportunités, et puis les risques, de manière à ce qu'on les mette toujours en balance. Parce que sinon, on risque de créer une spirale qui peut être assez dépressive, ou déprimante, je ne sais pas ce qu'on peut dire, ou au contraire un peu idéaliste, quoi. Et vous savez, c'est comme dans moi je trouve que de plus en plus, on est passé du pilotage de Formule 1 au pilotage de rallye, quoi, si je puis dire. C'est pas bien de parler de voiture en ce moment, mais c'est-à-dire qu'on ne sait pas quel va être le terrain, on ne sait pas quand, on ne sait pas si on va le voir accélérer avant la dune, etc. Alors que sur un circuit, ils sont remarquables, les pilotes du circuit, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en fait, vous connaissez le circuit quand même à peu près. Nous, on ne le sait plus du tout. Et donc, il faut sans arrêt qu'on fasse du talent pointe. C'est une expression un peu grosse. Et le talent pointe, il se fait avec un indicateur des risques, l'indicateur des référentiels plutôt d'opportunités. Et je crois que c'est quelque chose qui est important, y compris dans la composition de nos conseils d'administration. On a des gens qui sont des professionnels des risques, on a des gens qui sont plutôt ciblés à l'opportunité. C'est cette intelligence collective qu'on appelait de nos voeux, qui se crée parce qu'on prend les deux, quoi. Donc, il faut avoir un conseil diversifié. Ouais, il faut... Enfin, voilà, il faut... Oui, Marie-Annick.
On peut imaginer aussi et en complémentarité, que les cartes soient un peu rebattues avec les comités de la raison d'être et les comités de mission. Donc, parce que ça ne va pas être deux instances complètement séparées, il y aura véritablement des échanges là-dedans. Et ce que vous dites, moi je trouve que ça relève aussi qui est d'une vision prospective et rechercher les opportunités avec des parties prenantes externes, ça pourrait tout à fait être... Parce que les conseils sont tellement chargés, je veux dire qu'on voit bien que ça sera des comités supplémentaires, mais qui ont tout à fait leur place pour travailler sur ces sujets, il me semble. Oui, en même temps, à force de superposer des comités, c'est pas toujours forcément efficace. Non, mais le conseil d'administration reste décisionnel. Oui. On dit simplement, il y a des groupes de travail en amont. On est favorable, très favorable à ça à l'IFA, hein, vous le savez bien. Il y a des groupes de travail en amont qui préparent, qui maturent le sujet. C'est déjà pas mal, parce que ça nous aide après. C'est ce que vous faites, Dominique ? Oui. Et puis, il y a une notion fondamentale qui vient un peu d'être abordée, c'est le temps. Alors, on dit en ce moment, il faut innover, il faut aller vite, etc. Et en même temps, il ne faut pas se tromper dans les décisions. Donc, le fait que ces comités travaillent en amont, pèsent, sous-pèsent, confrontent, maturent les choses, c'est fondamental. Et à un moment, ok, il faut aller vite, il faut être agile, il faut s'adapter évidemment rapidement, et en même temps, les grandes décisions, quand elles supposent des investissements considérables, il ne faut pas se tromper. Donc il faut du travail en amont. La seule séance du conseil d'administration ne suffit pas. Donc bien sûr, c'est fondamental. Et ce travail en amont, donc, il doit se faire par ces réunions, par ces comités. Est-ce qu'il y a d'autres moyens également de le faire, en allant sur le terrain, c'est ce que vous disiez ? En croisant les regards. Je crois qu'on ne peut pas le dire mieux qu'on l'a dit les uns les autres depuis toute la journée. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des domaines d'expertise et il faut accepter un moment que Quand à l'heure, je crois que c'est Lou qui disait qu'on n'est pas assez physicien dans les écoles de commerce, je suis d'accord avec elle. Il y a des sujets qu'on ne comprend pas. Moi, je suis dans les nanotechnologies, j'y comprends rien. Sur la physique quantique, je n'y comprends rien. Sur la cybersécurité, j'ai du mal. J'avoue, en tant que dirigeant. Donc, je suis un type dangereux. Mais il faut le savoir qu'on est des types dangereux. Ou des femmes. Non, les hommes. Du coup, nous les hommes, pardon. Du coup, ce qui est encore plus dangereux, c'est sachant ça, qu'on ne se forme pas, qu'on ne crée pas des capacités à creuser les sujets. C'est ça qui est terrible. Oui, je crois que c'est ce qu'on a dit beaucoup aussi tout au long de la journée, cette nécessité de formation, évidemment, de s'entourer des bonnes compétences, d'aller les chercher, de se former soi-même ou de se faire aider par des compétences extérieures. Et de savoir cheminer. Alors, en fait, c'est un chemin et il faut accepter effectivement de faire ce chemin ensemble, de progresser ensemble, de se former, d'avoir des personnes à l'extérieur, mais pas de décider à chaque fois. Alors en conclusion, puisqu'on arrive bientôt au terme de cette table ronde, peut-être un mot justement pour un conseil pour les administrateurs qui sont là et donc pour cet engagement. Alors on a dit beaucoup de choses, hein, c'est difficile de synthétiser peut-être un peu tout ça. Marianique, oui. Moi, je ne sais pas, je veux dire que l'engagement, ça veut dire, mais c'est la suite de ce qu'on vient de dire, ça suppose que chaque administrateur prenne du temps pour l'entreprise dans laquelle il a un mandat. Je pense que, on l'a dit, c'est une évidence, mais les conseils sont un moment, mais si on ne s'intéresse pas au monde dans lequel l'entreprise évolue et dans lequel on a un mandat, on passera complètement à côté de la plaque. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on y est incité de plus en plus. C'est-à-dire qu'on voit bien un mouvement qui est de dire les conseils sont évalués, mais derrière les conseils, les membres des conseils et les membres des comités sont un peu pointés du doigt. Et je ne parle pas de responsabilité civile, pénale, pas du tout. C'est justement la sanction, elle peut être le non-renouvellement au moment du vote. C'est-à-dire que ne pas croire aussi que l'administrateur maintenant a une vocation à être renouvelé automatiquement. Si cet administrateur ne sait pas aussi se bouger quand il faut et se manifester comme il faut, ça paraît, c'est évalué, on est les uns et les autres, pas pointés du doigt, mais ce moment du vote et du renouvellement de mandats, avec des mandats qui deviendront peut-être plus courts qu'auparavant, c'est une manière aussi de nous inciter à être plus vigilants, peut-être. Oui, Dominique Schelcher. Un mot de conclusion, je dirais, les administrateurs seront d'autant plus engagés qu'ils ont aussi un président hyper engagé. Je pense que ce rôle-là est hyper important aussi.
pour être un peu le chef d'orchestre, pour s'assurer que les comités travaillent au bon rythme, que le jour de la séance du conseil d'administration, toute la matière arrive dans le bon état de maturation, etc. Et ça, c'est un travail considérable. Donc après, voilà, pour que toute cette musique prenne, il faut effectivement être en permanence derrière et donc être hyper engagé derrière ces administrateurs engagés. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Antoine, oui. Dominique m'a piqué mon idée, mais je descendrai peut-être un peu plus bas. En fait, ce que je vois, c'est que l'engagement, il y a une perte en ligne au mid-management. Donc en fait, tout le monde est assez d'accord au board, au COMEX, sur l'engagement RSE, etc. Et puis au mid-management, directeur de région, directeur de réseau ou autre, là, au directeur de prod, là, ça commence à être compliqué. Ça commence à coincer, c'est ça? Ça commence à coincer. Vous avez des gens qui disent oui, bon, d'accord, c'est des trucs d'en haut, ils nous imposent 10 000 choses, ils ne comprennent pas ce que l'on vit. Vis ma vie, hein, ça ressort très souvent dans les entreprises. Et donc, en fait, je crois que certes, l'administrateur engagé, il doit aller voir les clients, il doit aller voir le staff, mais il doit surtout vérifier le mid-management. Le mid-management, c'est à quel niveau il y a eu de la perte en ligne, parce qu'on peut avoir des énormes différences entre ce qu'on est en train de dire entre nous à Paris, à l'IFA ou au board, et puis la réalité du terrain. Et je crois que c'est ça. Alors Bruno, vous avez l'avantage de conclure. Non, mais je crois de plus en plus qu'il faut, il y a deux choses. Il faut un devoir de sincérité de l'administrateur. À un moment, il doit pouvoir dire dans un conseil, je ne comprends pas ce qu'on est en train de faire. Je ne vois pas la cohérence avec ce qu'on a dit sur le temps long et le temps court. Et il faut d'ailleurs que le management de l'entreprise accepte ça. C'est pas pour autant qu'on va... Mais ça reste dans le conseil surtout. Hein. On se forme pour ça. Devoir de sincérité aussi en disant, il y a des choses que je ne comprends pas parce que je ne me suis pas formé. Et là, ce n'est pas au conseil de le régler. C'est à soi de le régler, d'aller se former ailleurs pour comprendre les nouveaux enjeux. Mais je crois qu'il faut vraiment sincérité et unité. Et la deuxième chose qui me semble de plus en plus importante pour les conseils, ça a été largement la journée, c'est effectivement l'approche écosystémique sur le monde. Est-ce que l'entreprise, est-ce que les décisions qu'on prend ont un impact écosystémique, c'est présomptueux, mais en tout cas important sur l'environnement. C'est ce que nous a dit ce matin Pascal Pic, hein, il a pas arrêté d'en parler. Boîte, c'est pour ça, Système peut-être plus que nous, mais bon. Mais non, effectivement, quand même, est-ce que ça a un impact? Est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on veut vraiment faire? Et ça, je crois que c'est très très important qu'on se pose à chaque fois la question. Très bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous, on peut les applaudir.